Depuis toujours, le plateau du Tibet en Chine est synonyme d'un monde inaccessible, extrême, habité par les seules puissances de la nature. Les animaux paraissent taillés dans le roc pour résister ici, dans ces déserts d'altitude. C'est un des plus grands espaces vierges de la planète. Il semblait hors d'atteinte, sauvage à jamais. L'irruption brutale du chemin de fer en 2006 a mis en péril les grands équilibres naturels. Une espèce est particulièrement menacée, celle des antilopes tibétaines. Elles étaient des millions, elles ne sont plus que 150 000. Créature énigmatique, l'antilope tibétaine est surnommée la fée des hauts plateaux. Elle lutte dans un monde qui semble toujours trop grand et trop dur pour elle. Aujourd'hui, le train coupe sa route de migration, une migration vitale. Si elle veut survivre, l'antilope doit trouver un passage dans cette muraille de fer qui barre l'avenir de l'espèce. À l'ouest de la Chine, le plateau tibétain est le plus haut et le plus grand plateau de la planète. Il déroule un océan de steppes dans lequel tiendrait toute l'Europe. Isolé, verrouillé par les montagnes de l'Himalaya, la cordillère du Kunlun et le massif du Pamir, ce plateau est une terre secrète, longtemps interdite, que les scientifiques commencent à peine à explorer. Rares sont les hommes à avoir étudié sur le terrain les antilopes du Tibet. Le docteur David Mallon, de l'université de Manchester en Angleterre, les a observés dans ce biotope extrême. Le plateau tibétain est une prairie d'altitude au-dessus de 4500 voire 5000 mètres et qui s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est le plus grand désert froid du monde. Il est battu par des vents forts et son printemps est particulièrement court. Le Tibet semble un vide sidéral. Mais c'est un trompe-l'œil. Ce milieu implacable abrite un trésor biologique. Loin des hommes, une faune incroyable profite, en paix, des plus hauts pâturages du monde. Si la faune prolifère dans cet écosystème difficile, c'est qu'elle a su s'adapter. Comment ? En bougeant en permanence pour exploiter au mieux les rares ressources et pour se reproduire. Tous sont en mouvement perpétuel, les ânes sauvages, les yaks, et aussi les antilopes tibétaines. Leur migration est unique. Elles voyagent entre femelles, et avec un seul objectif, accoucher en lieu sûr. Si les chirus ont pu survivre, c'est grâce à leur aptitude à vivre en altitude. Ces antilopes sont capables de respirer un air très faible en oxygène. Leur fourrure épaisse est également adaptée au froid. Enfin, leur mobilité très importante leur permet d'éviter les conditions les plus extrêmes. Jusqu'à présent, aucun obstacle ne s'était jamais dressé sur la route des chirus, les antilopes tibétaines. Mais en 2006, coup de théâtre. Le gouvernement chinois met la dernière main à un réseau ferroviaire titanesque, grâce à un nouveau tronçon qui connecte le Tibet à l'ensemble de la Chine. Ce dernier maillon relie Golmud, porte du Tibet, à Lhasa, la capitale. 1110 km du train le plus haut du monde.
la Chine réussit un vieux rêve, mettre le Tibet à portée de main. Elle clame d'une seule voix victorieuse, le dragon de fer danse sur le toit du monde. Mais dans la nature, c'est une autre histoire. Le Qinghai Express érige une muraille de béton au-dessus de la steppe. Les antilopes vont devoir relever ce nouveau défi. À l'époque, personne ne sait comment elles vont réagir. Mais un homme se prend de passion pour le destin des chirus. Au Japon, à Sapporo, le professeur Buo Hoshino dirige le département des sciences environnementales. Depuis 10 ans, les antilopes mobilisent ses recherches et celles de ses étudiants. C'est lui qui, le premier, a voulu évaluer l'impact réel du chemin de fer sur la migration des chirus. Peu après son inauguration, j'ai pris le train pour la première fois, de Golmud à Lhasa. Lors de ce voyage, j'ai observé un troupeau de chirus près du chemin de fer. En ces temps-là, les chirus n'étaient pas encore capables de traverser les rails et s'attroupaient aux alentours. Ça m'a vraiment touché. Et j'ai décidé d'entreprendre des recherches sur les différents facteurs qui pouvaient influencer la vie des chirus. Nous avons commencé nos travaux en 2007 et nous avons pu installer un système de contrôle satellite Argos sur 7 femelles chirus afin de déterminer l'environnement et les caractéristiques des différents trajets migratoires. Nous commençons enfin à comprendre, grâce à des chiffres précis, pris en temps réel, les nombreuses zones d'ombre qui entouraient la vie des chirus, telles que le moment choisi pour traverser les rails. Cette barrière créée par l'homme s'ajoute à tous les obstacles qu'elles rencontrent tout au long de leur cycle de vie. Un cycle qui commence un matin d'hiver dans les steppes désolées du sud du plateau tibétain. C'est au mois de décembre, sur l'arène glacée d'un plateau, que se tiennent les joutes amoureuses. Dès qu'elles peuvent biologiquement concevoir, à 2 ans à peine, les femelles sont pourchassées inlassablement par les mâles en route. La danse dure plusieurs jours. Plus le mâle est vaillant, plus son harem sera important. Il pourra compter jusqu'à 12 femelles. Débordant de testostérone, l'étalon fait régner la discipline, martèle le sol gelé d'un air martial. Si les préliminaires sont fantasques, la conclusion est rapide. Le mâle féconde méthodiquement tout son harem à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines. Les antilopes cohabitent ainsi sur leurs aires d'hivernage jusqu'au mois d'avril. Puis les mâles s'en vont errer en solitaire sur les hauts plateaux. Les femelles chirus, dûment fécondées, ont de leur côté une mission plus importante à remplir. Au premier soleil de juin, quand l'herbe commence à pousser,
elles se regroupent. La structure en harem disparaît pour une autre organisation sociale, plus adaptée à la migration. Des hardes de 300 à 400 individus. Les matriarches qui ont l'expérience de plusieurs voyages disposent les guetteurs. Elles prennent la conduite du troupeau. Ce sont elles encore qui donnent le signal du départ. Les mères antilopes emmènent leurs rejetons de l'année précédente, s'il s'agit de femelles, pour leur enseigner les pistes, pas à pas. Les mâles sont complètement exclus de ce périple, placés sous le signe de la ségrégation sexuelle. Trop lourds, trop gourmands en énergie, ils seraient une gêne dans cette course de fond. Et contre les superprédateurs, ils ne seraient d'aucun secours. Les femelles, elles, sont adaptées à l'épreuve qui les attend, à plus de 5000 mètres d'altitude. Biologiquement plus proches des chèvres que des antilopes, elles sont capables, comme tous les caprinés, leur vraie famille, d'une grande résistance et d'un opportunisme alimentaire très affûté. Sous une apparence frêle, ce sont des athlètes. 20 kilos de nerfs et de muscles. Des sabots dessinés pour amortir les chocs, avec lesquels elles semblent danser sur les pierres et justifier leur surnom de fées des hauts plateaux. Une capacité à reconnaître 250 plantes et mousses différentes pour en extraire des protéines. Les chirus sont taillés pour un voyage qui, très longtemps, est resté une énigme. Pourquoi disparaissent-elles d'un seul coup des pâturages d'hiver? Et où vont-elles? Les chirus étaient bien connus des voyageurs qui parcouraient le Tibet au XIXe siècle. Les récits décrivent des plaines couvertes de milliers d'antilopes, mais personne ne les avait étudiées précisément avant le docteur George Schaller. C'est lui qui le premier voyagea sur le plateau tibétain pour y faire des études biologiques et écologiques sur cette espèce. Il a alors découvert la migration des femelles par grands troupeaux au moment des naissances, et notamment une des plus grandes zones de veulage, au cœur de la chaîne du Kowloon, zone totalement inconnue jusque-là. Il a fallu attendre le début des années 1990 pour reconstituer, grâce à ses travaux scientifiques, le grand voyage des chirus. 5 grandes populations d'antilopes se partagent le toit du monde. Chaque année, elles migrent vers le nord, dans les zones les plus inaccessibles, pour y mettre bas. Aller-retour, 60 jours et 400 km de périple. Mais pourquoi une telle dépense énergétique, une telle prise de risque pour donner la vie dans les conditions les plus extrêmes? Pourquoi cette détermination à avancer de jour comme de nuit, alors que le voyage se transforme jour après jour en vraie course d'obstacles? Comme chaque jour à 13 h, le train de Pékin pour Lhasa passe par Xi'an. Dans les années 30, il fallait 1 an de voyage et user 30 chameaux pour atteindre le Tibet depuis la cité interdite. Aujourd'hui, avec le Shingai Express, il faut 36 heures depuis Pékin, 24 heures depuis Shanghai. Et 3 millions de touristes se ruent chaque année vers le Tibet. Construit sur le permafrost, un sol mouvant, gelé en hiver, boueux en été, le Shingai Express est une prouesse technologique sans égale. Mais son tracé coupe la route de migration des antilopes de Xochitl, la population la plus à l'est du Tibet. À l'époque de la construction, au début des années 2000, le gouvernement chinois décide de créer 15 passages à faune. Des arches immenses qui enjambent la steppe et libèrent des ouvertures pour les chirus.
C'est la première fois en Chine qu'une mégastructure adopte des principes écologiques. Mais quelle est l'efficacité de ces passages ? Comment les antilopes pourraient-elles les intégrer dans leurs itinéraires intangibles depuis des millénaires ? Le moment décisif approche. Le train se hisse sur les montagnes des Kowloon. Il franchit le col de Tanggula, à 5900 mètres, le point le plus haut du monde jamais atteint par un train. Puis il passe au-dessus de la piste des antilopes de Xochitl. À cet endroit précis, les ingénieurs ont surélevé la voie, créant des passages monumentaux comme le pont Hubei, dont les arches s'ouvrent à toutes les migrations. En 2006, première année de mise en service du Qinghai Express, la rencontre vire à la catastrophe. Le train est un repoussoir. La moitié des antilopes de Xochitl n'osent pas franchir les passages aménagés pour elles. Les comptages révèlent que 44% se perdent dans la nature, avortent ou vont mettre bas sur des sites qui ne sont pas viables. Mais année après année, les antilopes s'habituent. Elles font un extraordinaire saut adaptatif. Ces animaux les plus farouches du plateau tibétain, ces elfes qu'une ombre suffisait à faire fuir à des kilomètres, ont apprivoisé petit à petit le dragon de fer. Aujourd'hui, les leaders du troupeau entraînent sans hésiter le groupe sous les passages. D'après les comptages, au bout de 9 ans, près de 100% des antilopes franchissent l'obstacle du train. La majorité d'entre elles utilisent le pont Hubei. Mais pourquoi ? Les chirus perdaient initialement beaucoup de temps, mais se sont habitués petit à petit à ce nouvel environnement. Elles savent à présent utiliser ces passages. La question de savoir quels passages elles utilisent est très intéressante. Pourquoi les chirus utilisent-elles principalement le passage de Hubei et peu les autres ? À cet endroit, la distance entre le rail et la route est de 1,5 km. Le troupeau, qui est constitué d'un très grand nombre de chirus, nécessite une certaine distance entre ces deux obstacles afin de rester groupés. Nous avons donc compris que cette distance de 1,5 km entre les deux obstacles est un facteur essentiel pour la traversée des chirus. Car en effet, après le train, les chirus ont un autre ennemi à affronter. Les antilopes sont inquiètes. Migration après migration, cette route, parallèle à la voie ferrée, prend une ampleur infernale. Le développement à marche forcée du Tibet fait de la 109 un axe majeur. Même si elles ont choisi le passage le plus éloigné de la route, les chirus sont pris en tenaille entre deux obstacles. Piégées, stressées, elles cherchent la faille dans ce flot continu de 5000 véhicules par jour. Elles perdent un temps précieux, alors qu'elles doivent rejoindre au plus vite les aires de mise bas.
Mais des hommes arrêtent la circulation. La défense des antilopes a fait naître en Chine les premières ONG environnementales comme cette brigade spéciale. Les volontaires interviennent chaque jour à la période de migration pour donner une chance aux antilopes. Le bitume les effraie, mais elles n'ont plus le choix. À 7 mois de grossesse, chaque minute compte. Alors elles doivent dépasser leur peur. Pendant quelques fragiles minutes, elles sont parvenues à arrêter la marche en avant du système. Elles sont passées à l'arraché. Mais sous la pression des ONG et de l'opinion, le gouvernement chinois lui-même a dû réagir. Ce chantier, c'est sa réponse. Un futur passage pour antilopes creusé sous la route. Il faudra 2 ans de travaux pour que la 109 soit ouverte aux migrations et quelques années encore pour que les antilopes l'adoptent. Les chirues hésitent sur ce terrain complètement artificiel. Mais elles finissent par franchir l'obstacle dans un mélange de confiance et d'urgence. En moins d'une génération, les antilopes de Xochitl ont acquis des réflexes d'animaux sauvages modernes. Elles sont capables de se frayer un chemin dans un espace hier infini, aujourd'hui de plus en plus anthropisé. Les troupeaux qui s'étaient émiettés en petits groupes pour tenter le passage retrouvent leur cohésion. Les chirues reforment la colonne avant de s'attaquer à un monde naturel plus extrême, plus exigeant encore. Face à elles, le massif de Kulun et quelque part, les aires de Misbah. Elles doivent passer avant que la fonte des glaciers ne transforme la rivière Shumae en mer intérieure. Épuisée, une jeune femelle lâche prise. 1 sur 5 ne reverra jamais les territoires du Sud.
Les chirus prennent pied sur les très hauts plateaux. La grande pelouse de la steppe laisse place aux moraines. À 5550 mètres, l'atmosphère s'est encore appauvrie en oxygène. Il fait un froid intense et sec, 5 degrés au maximum quand le soleil est au zénith et que le vent se calme. Alourdis par leur grossesse, les mères antilopes progressent de plus en plus lentement. Alors ce sont les novices, celles qui accompagnent leur mère pour la toute première fois, qui relancent la marche en avant du troupeau. L'univers autour d'elles devient de plus en plus minéral. Mais les antilopes semblent très sûres de leur cap. Pour les scientifiques, la migration des chirus, avec toutes les adaptations qu'elle impose, est une sorte de modèle en accéléré de l'évolution. Ce que l'on peut affirmer, c'est que ce comportement est le fruit d'une adaptation développée sur des milliers d'années. Les bienfaits de cette migration sont donc plus importants que les risques qu'elle fait courir aux femelles et à leurs petits. Au petit matin, la harde semble avoir grandi. Dans la nuit, le troupeau de Xoxil a été rejoint par d'autres groupes, des populations de l'Ouest. De tous les horizons du Tibet, les antilopes convergent ici sur ce plateau, dernière étape avant les aires de velage. Dans l'élan final, les contours des hardes s'estompent. Les chirus se mélangent pour créer un gigantesque troupeau de plus de 1000 femelles. Près du but, les antilopes épuisées retrouvent un regain d'énergie. Dans l'herbe rase qui a miraculeusement poussé au dernier rayon de l'été, elles font le plein de protéines pour assurer la lactation imminente. Elles sont toutes proches du berceau de l'espèce. Un lac salé, battu par les vents, à 5800 mètres. Le Zuonai. C'est là où renaît, d'année en année, le troupeau de Xoxil et d'autres encore. C'est là aussi où il a failli disparaître. Un jour, ici même, sur les rives du lac, tout a basculé. Les lieux sont encore hantés par ce cauchemar. Dans les années 1990, les braconniers massacrent à l'arme automatique des milliers d'antilopes. Ils viennent de découvrir le secret le mieux gardé du Tibet, le Zuonai, refuge des chirus. Elles sont devenues des proies, car l'Occident s'était pris du chantouche, ces châles en laine d'antilope. Vendus jusqu'à 10 000 $, ce sont les plus chauds et les plus chers du monde. Mais pour récolter le sous-poil de l'antilope, il faut la tuer. Et pour faire un châle, il faut entre 3 et 5 antilopes,
c'est le grand massacre. Les effectifs chutent, passent de 1 million dans les années 1970 à 70 000 individus 20 ans plus tard. Le gouvernement réagit, déclare la guerre aux braconniers, brûle les pots, décrète d'immenses réserves, celles de Chantang et de Xochitl. Aujourd'hui, les populations se reconstituent lentement. Il y aurait 150 000 antilopes au Tibet. Depuis, les rives du lac Zhuanghe sont redevenues un lieu plus paisible pour les antilopes. Après 10 jours d'épreuve, vient l'heure de la délivrance. Solidaires jusqu'au bout, les antilopes se synchronisent, accouchent en rafale par groupe de 20 à 30. Une stratégie pour limiter sur la durée l'exposition du troupeau aux prédateurs. À ce moment critique, les antilopes sont d'une totale vulnérabilité. La mise bas doit donc être très rapide. Après quelques minutes de travail, le nouveau-né atterrit sur la steppe. Sa mère le stimule à coups de museau. Il doit se dresser sur ses pattes le plus vite possible. Elle le débarrasse du placenta, puis l'un et l'autre échangent soigneusement leurs odeurs. En 10 minutes, le nouveau-né se tient déjà debout. Au bout d'une heure, il essaie déjà son jeu de jambes sur la caillasse. Malheur au plus fragile, à celui qui, mal tombé sur terre, tarde à emboîter le pas. Ce faon encore chargé des odeurs de placenta est un véritable aimant pour les prédateurs. Le troupeau fait diversion, détourne de cette proie un vieux loup solitaire et des ours du Tibet en maraude. Les vieilles femelles connaissent la tactique pour duper les tueurs, les entraîner dans une danse sans fin.
9 fois sur 10, les loups et les ours doivent se contenter de restes de placenta. Mais ils parviennent parfois à leur fin. C'est la loi de la nature sur les hauts plateaux du Tibet. Dans l'attaque, un faon a perdu sa mère. Il erre de l'une à l'autre, ignoré, rejeté. Les femelles ne peuvent élever qu'un petit. La sélection naturelle est si dure qu'elle empêche toute adoption. Mais au quartier général de la réserve de Xochitl, les orphelins du lac, recueillis par les rangers, vont avoir une seconde chance. La sauvegarde de l'antilope du Tibet a été décrétée cause nationale en Chine. La chirue est devenue le symbole de la protection de la nature, une icône aussi forte que le panda. Alors Woyan, le chef des rangers, est aux petits soins pour les rescapés du Zoonai. Au bord du lac Zoonai, il y a des loups, des ours bruns. Et donc, ces bébés antilopes sont menacés dès la naissance. Quand leurs mères sont mortes, mes collègues et moi allons sauver ces bébés. Ensuite, nous les ramenons à la station de la réserve naturelle. Ceux qu'on a sauvés cette année resteront jusqu'à l'année prochaine. Chaque animal sauvé se veut une démonstration de cette conscience écologique qui s'éveillerait en Chine. Au bout d'un an, les jeunes vont retrouver la liberté, rejoindre le cortège de la migration et les dures lois de la sélection naturelle. Au bord du lac Zoonai, c'est la seule loi qui compte. Le nouveau-né qui avait perdu sa mère identifie de très loin une odeur à peine perceptible. C'est la signature olfactive de sa mère, celle dont il s'est imprégné à la première heure de sa vie. C'est un visa pour la suite de son voyage. La brève saison des naissances se termine. Avec près de 500 nouveau-nés, la maternité du Zoonai a fonctionné à plein régime. Accoucher dans ce bout du monde hostile, balayé par les vents, couru par les ours, est contre toute attente une stratégie gagnante. Les chirus migrent à différents endroits pour mettre bas comme au lac Zoonai. Les scientifiques ne savent pas encore précisément pourquoi. Différentes explications sont possibles, et peut-être même qu'elles se conjuguent. Par exemple, des minéraux spécifiques à ces sols peuvent être bénéfiques à la femelle ou au petit, ou une source alimentaire utile peut s'y trouver. Ces zones éloignées, plus venteuses et plus froides, sont aussi plus hostiles aux parasites auxquels les chirus sont très vulnérables. Pas de certitude donc, mais le Zoonai est le bon choix. Peut-être aussi parce que l'altitude dissuade les hommes, parce que l'espace dégagé permet de voir venir de loin les prédateurs. Alors, cet enfer a pour les chirus la saveur du paradis.
Les jeunes sont plus solides sur leurs pattes. Les mères ont récupéré. Après un bon mois aux Zhuhai, les antilopes doivent impérativement rentrer avant que les grands froids ne les surprennent, ici, sur les hauts plateaux. Le troupeau de Xoxil se reforme. Quelques antilopes d'autres hardes le rejoignent. Ces transfuges vont assurer le brassage génétique de la population. Tous repartent vers les quartiers d'hiver, direction sud-est. Avec les petits, le chemin sera 2 fois plus long, une vingtaine de jours de périple. 3 générations galopent maintenant dans la même foulée. Les plus anciennes transmettent aux jeunes les secrets des pistes. Pour certains, toujours égarés, l'apprentissage est plus difficile. Le blizzard cueille les hardes dans leur dernière étape vers les pâturages du sud. Malgré leur fourrure protectrice, toutes ne survivront pas. Les sabots sont adaptés à la course, pas à la neige. Une neige sporadique qui peut fondre avant le soir. Les antilopes progressent difficilement, s'enfoncent, cherchent une nourriture de plus en plus clairsemée. Les chirus profitent d'une accalmie du trafic pour franchir la route 109 d'un seul trait. Les anciennes n'ont plus le temps d'avoir peur, et les jeunes ne savent pas encore de quoi elle est faite. Le fameux passage souterrain, lui, est encore virtuel. L'express Shingai-Tibet sème un début de panique parmi les jeunes, vite rappelés à l'ordre par les plus expérimentés des femelles. Les nouveau-nés qui découvrent le pont Hubei l'intègrent comme un élément naturel sur le parcours de la migration. Les hardes de Xoxil franchissent le passage par centaines. Elles ont gagné leur défi. Le troupeau a grandi, même si un nouveau-né sur 2 a laissé sa vie dans le voyage. Ni le froid, ni les loups, ni la faim, ni les distances n'ont eu raison d'elles. Tous ces obstacles naturels les ont finalement rendues plus fortes, encore mieux armées pour s'ouvrir des passages dans les obstacles érigés par l'homme. Il existe plusieurs facteurs qui menacent la vie des chirus, autres que la route et le chemin de fer. Par exemple, l'élevage des nomades de la région qui empiètent sur leur territoire, les changements climatiques, la géologie, les politiques gouvernementales aussi. Il faut donc continuer nos recherches afin de mettre la lumière sur cette espèce et ainsi pouvoir participer plus activement à la protection des chirus. Les femelles vont rejoindre les mâles qui déjà s'escriment sur les hauts plateaux.
les étalons dominants remettent en jeu leur couronne. Les plus fougueux auront la priorité aux premières lueurs de l'hiver pour débuter un nouveau cycle de vie avec les compagnes de leur choix. Là-haut, tout près du ciel, les antilopes habitent un espace qui semble infini et vierge. Mais la survie de l'espèce reste fragile et ne sera que si leur terre sauvage est préservée.